On a connu la ruée vers l'or, et si on connaissait aujourd'hui la ruée vers l'eau chaude? La Suisse et le thermalisme, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Depuis que les Romains, friands d'eau chaude, ont construit des thermes dans nos villes. Mais aujourd'hui, les centres thermaux qui soignent rhumatisme et autres bobos ne sont plus les seuls sur le marché du bien-être. L'offre s'est considérablement enrichie, on cherche moins à se soigner et davantage à se relaxer ou s'amuser. Mais avant de plonger dans ces grands bassins, souvent bruyants et fréquentés, notre équipe vous a déniché un petit coin bien plus sauvage. Le Val d'Airain et ses montagnes spectaculaires, imposantes. Mais l'endroit où nous vous emmenons est caché au fond de la vallée. Un petit trésor, discret, préservé, rempli de mystères. En Suisse, nous n'avons pas d'or jaune, mais nous avons d'autres richesses très convoitées, comme de l'or blanc ou de l'or bleu. Les ancêtres racontent que c'est un magistrat valaisan, il y a plus de 200 ans, qui, en cherchant du sel, est tombé sur une eau étrange, en bordure du lit de cette rivière. Il se dit aussi que l'eau qui sort d'ici est proche des 30 degrés et qu'elle a déjà voyagé près de 60 ans dans les entrailles de la Terre. Il n'y a pas de doute, nous sommes bien tombés sur une source thermale naturelle. Thermale, qu'est-ce que ça signifie au juste ? En Suisse, il règne un certain trouble sur l'appellation. Pour les géologues, le critère déterminant est la température. Il suffirait que l'eau sorte de la Terre à plus de 20 degrés pour qu'elle soit considérée thermale. Pour l'Association des espaces thermaux suisses, la température est essentielle, mais se rajoutent d'autres conditions, comme la qualité chimique et biologique de l'eau. Enfin, pour l'Office fédéral de la santé publique, les établissements thermaux habilités à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire doivent prouver scientifiquement les effets curatifs de leurs eaux thermales. Selon cette définition, en Suisse romande, seuls 4 complexes en activité peuvent porter l'appellation centre thermal. Ovrona, Saillon, Yverdon-les-Bains, Lavey. Nous avons aussi rajouté dans cette liste Loèche-les-Bains, très fréquenté par les Romans. Il faut traverser les siècles pour trouver les origines du thermalisme. Le mot therme vient du grec thermos. Non, pas celui-là. Pour désigner les bains, les Grecs utilisaient le mot balnéon, qui deviendra balnéa en latin. Parce que les thermes semblent être une invention grecque, rapidement reprise et étoffée au début de l'ère chrétienne par les Romains, génies de l'ingénierie hydraulique. Selon de nombreux écrits historiques, la pratique du bain est attestée en Grèce à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, les thermes étaient des gymnases conçus pour les militaires ou les jeunes athlètes qui intégraient des bains d'eau généralement froide. Pour éviter de congeler dans les bassins, les Romains ont conçu des systèmes pour chauffer l'eau. Les bains sont devenus tièdes ou chauds. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Les Romains ont créé de vrais centres thermaux qui sont rapidement devenus des lieux de vie et de rencontres très prisés. Et parfois même des lieux de débauche ou de luxure. Mais mettons un terme à ce chapitre délicat pour se demander où se cachent les plus anciens vestiges thermaux en Suisse. C'est sur Baden. Elle porte bien son nom, cette ville. Que les Romains ont jeté leur dévolu. Ils ont même baptisé la ville Aqua Helvetica. Pas encore de Röstigraben à l'époque romaine, les troupes de l'Empire se sont donc aussi installées en Suisse romande. Ils ont offert des thermes à Yverdon, qui est devenu Yverdon-les-Bains. Au Moyen-Âge, Loèche-les-Bains a suivi le mouvement et, depuis, exploite l'esprit parfois étrange et incompris du thermalisme. Curiosité locale, disais-je, les bains en sont une pour qui n'a jamais eu l'occasion de les fréquenter. Alors forcément, on visite aussi, et on ne craint pas de se livrer soi-même à ces exercices dont on ne sait pas très bien, en l'occurrence, s'ils appartiennent à l'hydrothérapie, aux jeux de société ou au simulacre de sauna finlandaise. En Suisse, les bains thermaux ont connu leur apogée au XIXe siècle grâce au développement d'un tourisme qui prônait qualité et santé. C'est ainsi que, vers 1860, le seul canton de Berne comptait pas moins de 73 établissements thermaux. Mais au début du XXe siècle, c'est la crise. Fini le plaisir, la détente ou la luxure. Les centres thermaux ne recevaient plus que des personnes malades. Depuis les années 80, le thermalisme a retrouvé forme et santé. Il s'est lavé des vestiges de la cure pour jouer sur la tendance très porteuse du bien-être. Et cette tendance s'accentue aujourd'hui, au point de reléguer l'eau thermale au second plan. Les bains d'eau chaude se multiplient en Suisse romande et les projets sortent des tiroirs, comme les bulles d'un jacuzzi.
Comment expliquer ce succès? Cette évolution du bien-être s'inscrit dans une tendance plus globale. Le tourisme de bien-être, de santé en général, des chiffres globaux sont très forts. On estime à 640 milliards de recettes, chiffre de 2017, les recettes mondiales du tourisme de bien-être. Les spécialistes prévoient que la tendance va encore se renforcer. Il n'y a pas de mal à se faire du bien et le marché du bien-être l'a très bien compris aujourd'hui. En montagne, les bains se sont fait une belle place au soleil, comme alternative à la monoculture du ski et comme produit 4 saisons. Je vous emmène ce soir dans les bains les plus récents de Suisse romande, les seuls des Alpes vaudoises, les bains de Villars. Villars, un des acteurs majeurs des Alpes vaudoises. La station de moyenne montagne est consciente qu'avec le réchauffement climatique, elle ne peut plus miser uniquement sur le ski. Consciente aussi que le tourisme de santé est une nouvelle carte très alléchante. Depuis 2017, elle peut se targuer d'avoir ses propres bains. Villars a profité de devoir rénover sa piscine pour voir plus large et intégrer un espace bien-être. En tout, ce sont près de 20 millions de francs qui ont été investis dans des installations extérieures, intérieures et en sous-sol. Voilà, ici vous êtes dans la zone où on chauffe l'eau de la piscine, de nos piscines on va dire. Ceci est une chaudière à pellets. Elle nous permet de chauffer l'eau du réseau qui arrive depuis la commune à peu près 8 degrés pour la chauffer entre 35 et 36 degrés pour le bassin extérieur. Ici, on filtre et chauffe les 1200 mètres cubes d'eau nécessaires. L'eau ne provient pas d'une source thermale. On n'a pas cette chance. La veine qui coule, qui va jusqu'à la Vaie, passe par Val-Didier, mais ne remonte pas à Villars, hélas. On a du soleil, mais on n'a pas de source thermale. Il a donc fallu trouver d'autres moyens pour chauffer l'eau. On est obligé d'utiliser une énergie non fossile, renouvelable. Et d'après nos ingénieurs, c'était la solution la plus simple pour nous ici. On brûle à peu près entre 300 et 320 tonnes de pellets par année. Même si les lois actuelles obligent les communes à utiliser des énergies renouvelables, chauffer de l'eau reste particulièrement énergivore. Exploiter de l'eau chaude demande aussi d'autres contraintes, hygiéniques cette fois. Les bactéries aiment les environnements d'eau chaude. Donc forcément, on a un risque potentiel d'avoir plus de bactéries avec une température d'eau qui est au-dessus de 25 degrés. Donc on a le droit, les normes nous permettent d'avoir un taux de chlore plus élevé dans un bassin chaud. Ici, pas de place pour l'improvisation. Les contrôles sont quotidiens et effectués selon des normes précises. Nous, on fait des mesures journalières ici. Mes gardes-bains font une mesure dans l'intérieur des bassins. Et puis ensuite, on a, selon les normes, le service des eaux de la commune qui prélève des eaux, qui les envoie au chimiste cotonal pour des études de bactéries. Toute une batterie de tests et de contrôles pour offrir sérénité et bien-être aux clients sur l'ensemble de l'année. Parce que le gros avantage d'une offre détente, c'est de proposer une alternative à la pratique du ski. Tout au long de l'année, on a une certaine régularité en termes d'entrées. On parle quand même de 75 000 entrées à l'année. Donc ça montre vraiment que c'est un produit 4 saisons. On se rend compte qu'aujourd'hui, les skieurs parcourent les mêmes distances qu'à l'époque, mais dans un laps de temps 2 fois plus court. C'est-à-dire que grosso modo, en quelques heures, 3-4 heures, les skieurs veulent passer à d'autres activités. Donc automatiquement, vous devez occuper la clientèle qui est dans notre station. Alors certes, on a la possibilité de faire d'autres activités extérieures, mais il est aussi important de permettre à notre clientèle de pouvoir se détendre. L'espace bien-être réunit bassin d'eau chaude et d'eau froide, jacuzzi, hammam, salle de repos et salle de massage. La station n'a pas voulu tomber dans le gigantisme. Klein aber fein, donc on reste petit mais on essaye d'être fin. On a visé la qualité, raison pour laquelle aussi c'est interdit au moins de 16 ans, donc on cible une clientèle bien précise. Il y a une forme de complémentarité avec ce qui se passe à la Vaie aussi, où c'est vraiment du tout public ainsi que pour les familles. Donc aussi là, de par la proximité, on n'a pas cherché une concurrence mais une complémentarité aux grands espaces, aux grands volumes que propose la Vallée-les-Bains. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas après 2 ans et demi, c'est une réussite. Une belle réussite selon le directeur de l'Office du tourisme de Villars, mais pas sur le plan financier. Les bains ne sont aujourd'hui pas rentables et il y a peu de chances qu'ils le deviennent. Alors d'un point de vue de la satisfaction du client, ils sont extrêmement rentables. D'un point de vue purement financier, ça ne l'est pas. On a des charges fixes extrêmement élevées. On a également des amortissements à effectuer par rapport aux investissements.
On parle quand même d'un investissement de pratiquement 20 millions. C'est un amortissement aux alentours de 500 000 à 600 000 francs annuels. Donc aujourd'hui, il est difficile d'être rentable. Pourquoi? Parce qu'on a aussi visé une politique de prix abordable et grand public. Je rappelle quand même que ces bains ont été financés grâce à la population boyarde. Donc de ce fait, on est sur des prix d'entrée qui sont, à mon avis, tout à fait compétitifs. On parle de 21 francs pour un indigène et de 25 francs pour un adulte. Donc c'est vrai qu'il est difficile, avec des prix unitaires à ce niveau-là, d'être une entreprise rentable. Même si les prix sont dans la moyenne basse en comparaison des autres centres de Suisse romande, la structure coûte à la collectivité chaque année près d'1 demi-million de francs. Alors pourquoi garder ces bains? Aujourd'hui, les bains sont un produit d'appel, sont un produit de diversification des activités. On se rend compte que ça amène quand même une forte plus-value à la destination et c'est un produit qu'on peut mettre en avant, c'est aussi un produit marketing. Un marketing qui peut parfois coûter cher, mais finalement qu'importe le prix à payer. Pour certains responsables de station, l'avenir se dessine de moins en moins en blanc et davantage en bleu. Un or bleu qui est donc parfois dans le rouge et parfois dans le noir. Parce que tous les bains ne rencontrent pas le même succès en Suisse romande. Il y a ceux qui font le plein, ceux qui sont à la peine et ceux qui ferment. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? On va essayer de comprendre. L'actualité n'est pas au bleu fixe pour les bains thermaux. En moins de 6 mois, 2 grands centres romans annoncent des difficultés. Le complexe thermal de Valdillier, tout près de Champéry, est mis en faillite durant l'été 2019. Et quelques mois plus tard, c'est au tour d'Ovrona de rencontrer des problèmes financiers. 2 centres qui toussent en moins de 6 mois, de quoi s'interroger sur la bonne santé du thermalisme en Suisse. Si on regarde plus précisément sous le prisme du tourisme alpin et des soucis des destinations alpines, ce qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est la cohérence globale de la destination. De même qu'on est ici sur des pistes de ski, on a des remontées mécaniques derrière nous, de même que pour ce genre d'infrastructure, tout seul, c'est difficile de fonctionner, ça nécessite une coordination de l'ensemble des acteurs. Pour le thermalisme, c'est un peu la même chose. La cohérence, c'est donc de rassembler tous les acteurs d'une station, offre hôtelière, domaine skiable et autorités politiques. À Valdillier, après l'annonce de la mise en faillite, la presse s'est rapidement fait l'écho d'un conflit de personnes. Je ne connais pas le dossier en détail de Valdillier, mais très souvent, quand les choses capotent en tourisme, la cause est à rechercher au niveau de la gouvernance, au niveau de la collaboration entre les partenaires. Fort heureusement pour l'économie locale et touristique, tous les centres thermaux ne sont pas baignés à la même enseigne. Il y a ceux qui sont en difficulté et ceux qui se portent aujourd'hui très bien, comme Saillon. Le groupe Boas a repris le complexe valaisan en 2008. Il a investi près de 40 millions de francs pour renouveler les infrastructures. Nouvelle rivière thermale, nouveau chalet avec hammam, nouvel hôtel et nouveau restaurant. Quand on a repris les bains de Saillon, il y avait 330 000 entrées. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de travaux pendant en tout cas 20 ans. Donc on a commencé à repenser à un projet global, de faire des nouvelles attractions. Et toutes ces prestations nouvelles, avec augmentation de la capacité hôtelière, augmentation de la capacité des restaurants, ça a fait que le chiffre d'affaires a vraiment explosé. Et de 9 millions, on est aujourd'hui à plus de 23 millions. En 10 ans, les prix moyens à Saillon sont passés de 21 francs à 26 francs. Pour que le complexe reste rentable aujourd'hui, le groupe compte sur l'offre parallèle. Ça me paraît essentiel d'avoir un tout. Parce que lorsque les personnes arrivent, prennent, admettons, 5 ou 6 heures de temps à mettre de côté, eh bien, il y a toute la partie du bien-être, toute la partie de l'eau chaude. Et après, il y a le moment où on va au restaurant, où on partage un bon repas, où on partage un bon verre, où on est détendu. Et ça me paraît être une très belle prise en charge globale de notre clientèle. Avec les investissements effectués, le centre thermal a réussi en moins de 10 ans à quasiment doubler sa fréquentation. Et pourtant, durant cette période, de nouveaux acteurs se sont installés sur ce marché. Ne risque-t-il pas d'être sous tension ? Je ne pense pas qu'on ait une saturation du marché aujourd'hui. Je pense qu'il faudra bien réfléchir, ou les promoteurs qui ont des projets, de faire en sorte de répartir un tout petit peu les projets par rapport à des rayons. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de la place, mais le thermalisme, comme nous, on l'a au Bain de Saillon, à Yverdon, on est en plaine, c'est pas tout à fait le même modèle que les centres thermaux ou d'eau chaude que vous avez en montagne, qui sont plutôt saisonniers.
En montagne, justement, allons-y. Direction le Val d'Airain, plus précisément la station des Colons. Ici, la nature est préservée et normalement, la vue y est grandiose sur la Grande Dixence, la Dent Blanche et le Cervin. Mais en ce moment, le dégagement est un peu troublé par un énorme chantier qui a débuté en 2017 et qui devrait se terminer fin 2023. Voilà, alors ici, on se trouve vraiment au cœur du projet des Thermes de la Dixence. Donc on est au niveau du local technique qui est situé sous le centre thermal. Un centre thermal qui est quand même d'une certaine importance vu qu'il fait 3300 m². Donc pour un centre thermal de montagne, c'est déjà important par rapport à l'échelle de la région et de notre resort. Avec derrière vous la piscine extérieure, la partie soins du côté de la piste de ski. Et derrière moi, on voit l'hôtel sur lequel on posera prochainement les chambres. 25 000 m² de terrain, 120 millions de francs d'investissement. Le chantier est colossal. Ici, on bâtit des chalets résidentiels, des appartements à vendre, un énorme complexe thermal, un hôtel de 150 lits et une résidence hôtelière qui pourra mettre en location près de 500 lits. Aujourd'hui, il a l'air très grand parce qu'il est en chantier, on voit beaucoup de murs, on voit beaucoup de béton. Mais vu que les places de parc seront souterraines, qu'on a gardé des volumes de bâtiments raisonnables, le projet sera très bien intégré. Puis une fois tout fini, vu qu'on mixe du thermalisme, de l'hôtellerie, de la résidence, du chalet, finalement, on aura l'impression que c'est un petit village, mais que ce n'est pas un projet surdimensionné. Et étonnamment, selon Jean-Daniel Masseret, pilote mais aussi investisseur du futur complexe, c'est la taille qui fait ici la force du projet. Pour que ça fonctionne, il faut tout, j'ai envie de dire. Il faut du lit pour que le centre thermal marche. Le centre thermal, si on ne l'avait pas, les lits chauds ne viendraient pas, donc les gens en location ne seraient pas intéressés. C'est un ensemble d'éléments, d'acteurs qui doivent venir pour que le projet soit un succès. Pour réunir et convaincre tous les acteurs, il a fallu plusieurs années de travail et de négociations. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre projet justement aura du succès alors qu'on voit qu'il y a d'autres projets qui capotent ou ont capoté en Suisse? Alors, clairement, l'élément numéro 1 pour moi, c'est les lits qui sont mis en location. Donc, juste ça, ça assure 50% du business plan de l'entrée du centre thermal. Donc, ça permet déjà bien dormir la nuit. Et le reste, avec la ville de Sion en proximité, l'expérience qu'on peut vivre ici, la station de Sion 2000, des Colons, les communes environnantes, je pense que les 50 derniers pourcents seront assez faciles à trouver. Et pour alimenter le complexe des bains thermaux, vous vous souvenez de notre petite source sauvage? Eh bien, c'est de là que sera pompée l'eau qui sera ensuite acheminée à travers une fouille souterraine à près de 1700 mètres d'altitude. Vraiment écologique? À première vue, ça peut être complètement absurde. On a la chance d'avoir sur ce site énormément d'eau. Donc, dans la fouille qu'on va réaliser pour amener l'eau thermale sur site, on va mettre un tuyau et on va pouvoir turbiner toute l'eau qu'on a de drainage, de source sur notre projet, ce qui fait qu'à la fin, notre projet sera autonome énergétiquement. Voilà, alors on se retrouve ici dans la pièce maîtresse avec la cuisine, salle à manger, salon. 11 appartements ont déjà trouvé preneur. Mais il faudra attendre 2021, si tout va bien, pour voir l'ouverture de l'hôtel et des bains thermaux. Le reste du projet ne devrait pas être terminé avant fin 2023. Le complexe d'Hérémence sera donc en chantier quelques années encore. Il vient se rajouter à la longue liste des centres thermaux ou de bien-être en cours d'étude ou de construction. Rien qu'en Valais, on compte aujourd'hui pas moins de 8 projets entre Crans-Montana, Verbier et Évolaine. Dominique Fumeau, bonsoir. Vous êtes le responsable de la filière tourisme à la HESSO. Est-ce qu'il n'y a pas trop de bains aujourd'hui déjà en Suisse romande et en Suisse globalement ? Bonsoir. Je ne pense pas qu'il y ait trop de bains actuellement. Je pense que c'est vraiment une complémentarité, surtout dans les stations de montagne, comme on vient de voir. Finalement, ça enrichit l'offre qui est là. On a fini la monoculture d'une activité comme le ski auparavant. Les gens sont beaucoup plus pour vivre une expérience globale plutôt que de faire du dénivelé comme on avait il y a encore quelques années. Donc dans ce cas-là, construire une infrastructure raisonnée en matière d'offres thermales, de bains thermoludiques ou autres, comme on a prévu dans les projets qu'on a vus maintenant, soit à Villars, soit à Hérémence, c'est une complémentarité à l'offre existante, mais ça s'inscrit dans une destination pour une offre globale. Vous le disiez justement, raisonner, mais j'ai l'impression qu'on construit aujourd'hui à tout va. Est-ce qu'aujourd'hui, ces bains sont indispensables à l'attractivité d'une station ?
Alors, ce qui est indispensable, c'est l'attractivité. Comme vous le dites, c'est vraiment de gonfler finalement l'ensemble de l'offre, parce que, comme je disais, il n'y a pas une seule activité qui va remplir finalement surtout le tourisme toute l'année. Hein. C'est une activité qui se déroule aussi sur plus que simplement l'hiver. Donc, il faut amener de la complémentarité. Et les bains, c'est naturel dans la montagne. L'eau est proche, on a les glaciers, on a la neige. Donc, l'eau, finalement, est un complément qui se prête très, très bien à cette activité. Et puis, on n'en construit pas trop. On construit ce qu'il y a besoin dans chacune des stations pour finalement satisfaire la clientèle. Vous dites l'eau est naturelle, mais il y a 20 ans, on construisait des golfs. Aujourd'hui, on construit des centres thermaux. Demain, ce sera quoi ? Alors c'est difficile à dire parce qu'il y a des modes qui vont arriver, mais l'eau va certainement rester. C'est vraiment quelque chose, là on ne construit pas une activité particulière, c'est vraiment ça, on construit un complément et ce n'est pas un produit exclusif comme le golf, on vient pour faire du golf. Là on vient pour pratiquer cette station, finalement on fera du golf et après du spa ou du wellness ou du thermalisme, donc c'est complémentaire. L'eau va rester et après des modes vont arriver, on a l'e-bike maintenant qui débarque, on a des très belles choses qui se développent en été, donc il y aura certainement des autres choses qui vont arriver. Dans les constructions, je pense que ça c'est des constructions assez lourdes et ça va rester. Mais cette tendance-là sera durable alors, selon vous ? Probablement, oui. Restez avec nous puisque la suite va certainement vous intéresser. Parce que cette tendance n'est plus réservée à la montagne, elle a désormais trouvé sa place aussi dans les villes. Des sanctuaires du bien-être proposent des moments de détente et de relaxation adaptés au stress de la vie urbaine. Quand on entre dans ce temple du bien-être, le temps s'arrête. Tout est mis en œuvre ici pour se détendre, se relaxer, oublier le stress de la vie quotidienne. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 10 minutes de l'agitation de la fameuse Paradeplatz. Ce centre de bien-être au cœur de Zurich a ouvert ses portes il y a 10 ans. Près de 30 millions de francs ont été investis pour rénover un des symboles de la Zurich industrielle, l'ancienne brasserie Hurlimann. Et chose rare en plein centre-ville, une eau thermale et minérale. Vous voyez ici de l'eau qui sort de la source Acqui, qui a été découverte par la famille Hurlimann en 1976 et dont on a rempli pendant plus de 20 ans l'eau minérale Acqui et la limonade Acqui. Nous, on a eu la grande chance de pouvoir développer ce produit ici avec de l'eau thermale et minérale. Et cette eau minérale, on l'utilise aussi soit pour chauffer nos bains que pour y baigner. Dans un contexte urbain, les attentes des clients changent. L'eau thermale n'est plus vraiment une priorité. Les clients y viennent surtout pour l'eau chaude et pas pour l'eau thermale. On pense d'avoir un peu touché le trend qui est aujourd'hui dans les villes. Pour toucher ce trend, tout a été pensé dans les moindres détails. Plus de 2000 mètres carrés de surface, de nombreux bassins, des bains romano-irlandais, des salles de détente et de soins dans un style contemporain et épuré. Et véritable produit d'appel, un spa extérieur sur le toit avec une vue assumée sur la ville. Ici, le client urbain a des habitudes différentes. Alors, à la montagne, c'est plutôt l'après-midi. Après avoir fait la journée de ski, on va se réchauffer. En ville, c'est plutôt, on profite du bain thermal, on fait des massages, on fait des traitements, etc. Alors la tendance, elle est positive et ça dépend aussi combien de gens il y a qui habitent dans une ville. Et plus il y a de monde, plus c'est facile à le rentabiliser. Les clients qui fréquentent ces bains viennent principalement de Zurich ou des environs. L'espace séduit aussi de plus en plus une clientèle internationale. Ici, on nous parle de près de 200 000 entrées annuelles. Suffisant pour être rentable ? Aujourd'hui, oui. Il faut du temps pour rentabiliser un établissement comme ça. Le loyer, il est très haut et il faut faire beaucoup de marketing pour arriver à le remplir et arriver à des chiffres noirs. Cet espace appartient à la société Aquaspa Resort, qui possède plusieurs autres établissements. On a 6 établissements en Suisse et ils sont un peu partagés partout en Suisse. On n'a rien en Suisse romande pour l'instant, mais la tendance, elle est quand même là. Les gens, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour leur bien-être et pour leur santé. Des établissements en Suisse romande, il en existe déjà. À Genève, les Bains Bleus ont ouvert il y a 5 ans. Vous êtes déjà venu, vous connaissez déjà? Non, c'est la première fois. Alors, vous avez un bassin sur le toit, un bassin à l'intérieur. L'entrée du hammam est à la sortie des vestiaires. Ici, on n'a pas rénové un bâtiment existant. On a conçu de toutes pièces un espace dédié à la relaxation.
Le bâtiment ne dit pas grand-chose de l'extérieur. On va trouver des rues, des ruelles, où on va se perdre un petit peu, chercher les endroits qui nous plaisent le plus. C'est un endroit qui est fait de plusieurs niveaux, plusieurs étages, avec plein de coins et recoins à découvrir. Contrairement aux bains en montagne, ouverts sur l'extérieur, en ville on cherche à créer une autre atmosphère. Une atmosphère très cocooning, où on a vraiment un retour sur soi-même, donc tout à fait protégé. Si le concept est très New Age, l'offre est surtout adaptée au stress de la vie urbaine. L'idée, c'est justement de proposer en urbain, donc en ville, des petites pauses et pas des grandes pauses ou des week-ends, mais de pouvoir, dans le journalier, se réserver un petit moment à soi, qui va être de 2, 3 heures, 4 heures, selon la possibilité qu'on a, mais qui va prendre peu de temps et qui va agir vite. On a besoin de rapidité aussi, même dans le spa et même dans la relaxation. Cette offre répond à un besoin grandissant. La culture du bien-être a évolué depuis les années 90. Dans les années 90, on parlait beaucoup de faire du sport, beaucoup de sport, donc on était plus dans le faire, dans l'action. Il y a eu tous ces parcs de fitness qui sont ouverts, le culte du corps qui était vraiment très très présent. Et il manquait un peu comme l'autre côté, le moment de repos après le faire. Et je pense que c'est ça qui est en train de se développer maintenant. Verra-t-on fleurir en ville une multitude de bains comme en montagne? En tout cas, certains projets se dessinent dans d'autres centres urbains de Suisse, et notamment de Suisse romande. Dominique Fumeau, vous avez aussi constaté cette évolution dans la demande touristique, moins de faire, davantage d'être. Alors aujourd'hui, on parlera plutôt de bien-être personnel. Ça veut dire qu'on recherche quelque chose pour soi, peut-être un petit peu moins l'exploit. Alors il y a toujours le côté sportif, on va dire, même peut-être de plus en plus pointu au niveau sportif. Mais par contre, dans les vacances, dans ce qui est loisir, on devient dans l'activité, d'en prendre soin de soi, d'en se développer, d'en trouver plusieurs activités à faire, complémentaires, et puis qui nous font du bien. On n'a plus forcément envie de faire justement du dénivelé et compter combien on va faire de pistes dans une journée. Des kilomètres, c'est ça? Exactement. Donc ça, on s'est un petit peu lassé de ça pour finalement apprécier ce qu'on est en train de faire. D'où aussi des éléments comme la gastronomie qui vient en force, les produits du terroir, l'envie de redécouvrir ces produits, de savoir d'où ils viennent, de se poser des questions finalement sur ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fait. Et puis le bien-être, ça fait partie de ça. Si on voit les prix pratiqués, presque 30 francs pour les bains bleus à Genève, 36 francs à Zurich, est-ce que ça ne devient pas une forme de luxe que d'aller au bain? Alors, chaque activité a un prix. Si on prend les cinémas aujourd'hui, on voit l'évolution aussi des prix. Ils sont relativement bon marché. C'est pour 1h30 de séance. Là, on a un après-midi d'activité en famille. Presque une journée, oui. Presque une journée. Et puis, voilà, on peut apprécier plusieurs choses. On peut passer du temps, on peut se déplacer. Donc, voilà, c'est effectivement, ça a un coût. Mais il y a quand même une expérience quand même qui est très bonne et grande. Évidemment, mais quand on cumule ces coûts, pour une famille, par exemple, ça devient vite très cher. Alors, on peut retomber un peu dans la problématique des abonnements de ski très chers pour une famille. Alors, c'est toujours la même chose. Quand on est nombreux et puis qu'il n'y a qu'un seul porte-monnaie qui s'ouvre, ça fait tout de suite des chiffres qui sont assez grands. Et malheureusement, là, il n'y a pas une solution qui est vraiment miracle. Chaque activité, comme je disais, a un certain coût. Reste que là, on fait une activité avec toute la famille. Tout le monde apprécie. Il y a plusieurs offres. Il y a quelque chose d'un peu plus ludique pour les plus jeunes. Les grands ont un peu de soins et des choses comme ça. Donc, c'est une grande activité. Ça prend du temps. On ne la fait peut-être pas forcément tous les jours, à toutes les heures. Mais finalement, on se fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces investissements colossaux viennent finalement tuer ce marché du bien-être? Alors, le marché du bien-être, c'est un marché qui est en pleine expansion aujourd'hui. Les gens veulent prendre soin de soi, ils font attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils font. Et ils ont vraiment envie d'apprécier ce qui est devant eux. Donc, non, je ne pense pas que ce marché-là est en grand danger. Par contre, effectivement, il y aura de la concurrence. Ceux qui vont travailler moins bien ou ceux qui auront les offres qui ne se mettront pas à jour auront peut-être plus de peine à survivre sur ce marché-là. Une espèce de sélection naturelle. Il y aura une sélection certainement. Et puis, comme je disais aussi à un moment donné, il y a une gestion de ces bains thermaux, de ces activités. C'est rigoureux, ça demande vraiment du professionnalisme. Avec ça, je pense qu'il y a une bonne chance de réussir sur ce marché. Merci beaucoup, Dominique Fumeau. Merci. Des bains, c'est bien. Des bains propres, c'est mieux. Vous vous souvenez peut-être de notre test de 2011. Nous avions voulu vérifier la qualité des eaux dans 11 établissements. 6 n'avaient rien à se reprocher, mais dans les 5 centres restants, nous avions trouvé des traces d'Escherichia coli, les fameuses bactéries fécales, et de Legionelles, plus dangereuses pour la santé. Alors Stéphane Fontanet, bonsoir. Vous vous souvenez très bien de ces tests en 2011, puisque c'est vous qui étiez en charge des analyses à l'époque.
Et à l'époque, vous avez été confronté à une situation rare, à une situation de santé publique avec les bains d'Ovrona. Oui, exactement. À peine les résultats connus par le labo cantonal genevois, ils nous ont téléphoné pour nous dire « Écoutez, je ne peux pas attendre que vous diffusiez l'émission. Je dois avertir mon collègue valaisan, le chimiste cantonal valaisan, pour qu'il intervienne auprès des bains. On a trouvé beaucoup de légionnelle dans cette eau et il faut mettre les installations hors service rapidement. » Donc les bains avaient été fermés avant la diffusion de l'émission. Tout à fait, parce que la légionnelle, c'est un problème pulmonaire potentiel pour les gens qui se baignent. Alors, fidèle à notre tradition, on est retourné analyser la propreté de l'eau dans cette fois-ci 13 établissements fréquentés par les Romans. Rassurez-nous tout de suite, les baigneurs d'Ovrona aujourd'hui n'ont pas de problème, il n'y a pas de problème rencontré d'hygiène. Les baigneurs d'Ovrona n'ont aucun souci à se faire cette année. Oui, tout à fait, tout est propre à Ovrona. Par contre, on a trouvé un problème, mais cette fois-ci pas en Valais, à Neuchâtel. Alors exact, plus précisément à Fleurier, à la Villa Florius, le laboratoire du chimiste cantonal a trouvé une quantité de germes aérobie mésophiles trop élevée, 1550 unités, alors que la norme est à 1000. Ouais. Un risque pour les baigneurs? Non, ce n'est pas un germe pathogène, c'est plutôt un indicateur de l'hygiène générale des bains. Et j'imagine que ces bains ont réagi? Alors exactement, je les ai contactés. Ils ont dit avoir constaté une panne au niveau du nettoyage automatique des filtres. Et donc, ils ont pris les mesures correctives nécessaires, c'est-à-dire nettoyer les filtres, nettoyer les tuyaux en PVC avec du dioxyde d'oxygène. Alors, il y a évidemment des tests plus difficiles à réaliser que d'autres. J'imagine que quand on doit aller se baigner incognito, en maillot de bain, avec une fiole comme celle-là, c'est un peu plus compliqué? Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas censé aller faire des prélèvements d'eau. Donc, bien sûr, il fallait cacher ces bouteilles d'eau dans les maillots de bain. Donc, pour les femmes, ce n'est pas possible. Ouais. Pour les hommes, ils pouvaient les mettre dans les poches. Et puis, quand vous vous baladez avec des maillots de bain comme ça, que vous rentrez dans l'eau, bien sûr, ploup, les bouteilles se mettent instantanément à flotter face aux maîtres nageurs. Donc, il faut faire attention. Ouais. Donc, il y a eu la partie, évidemment, prélèvement, et puis il y a eu la partie labo. Oui, alors toutes ces bouteilles, on les a mis dans un frigo pour les conserver au froid et on les a amenées au labo. À peine arrivées au labo, les eaux sont filtrées à travers une membrane pour piéger les bactéries. Cette membrane est ensuite plongée dans de l'eau distillée pour récupérer ces bactéries et passer au vortex pendant 2 minutes pour bien finir l'extraction. L'extrait est ensuite mis en culture dans une boîte de pétri, boîte qui finira enfournée dans une étuve à 37 degrés. 24 heures après, nos spécialistes constatent visuellement le développement ou non de E. coli et de pseudomonas sur les plaques. Et puis pour la légionnelle, il faut une dizaine de jours pour avoir un résultat définitif. Toute une aventure, on poursuit les résultats? Oui, alors Ovrona, tout va bien. Rien non plus à signaler en Valais à Saillon, ni non plus à Anzère. Rien du côté de l'Oèche, où nous sommes allés au Leukerbad Thermé et au Walliser Alpen Thermé. Dans le canton de Vaud? Dans le canton de Vaud, tout va bien aussi, que ce soit au Bain de Villars, à Lavey ou à Yverdon-les-Bains. Et puis nous sommes passés bien sûr par Genève. Les bains bleus sont conformes. Et puis pour les bains de Crécy, ils sont conformes, mais la limite au niveau germe aérobie mésophile est presque atteinte. Et dans les autres cantons romans? Du côté de Fribourg, les bains de la Gruyère sont OK. Et puis nous sommes allés jusqu'à Berne avec Berne-Aqua qui est aussi en ordre. Merci beaucoup Stéphane, c'est plutôt rassurant de voir que les 13 établissements respectent les mesures d'hygiène. Des bains à la baignoire, il n'y a souvent qu'un petit pas à faire ou une porte à franchir. Et justement, en parlant de porte, vous vous souvenez peut-être de Madame Lavanchy, que nous avions rencontrée dans son appartement lausannois en octobre dernier. Elle s'était battue avec sa gérance pour obtenir une porte à sa baignoire qu'elle n'arrivait plus à utiliser pour des raisons de mobilité et qu'elle était même prête à financer elle-même. Après l'intervention d'un bon entendeur, la gérance avait finalement accepté les travaux. Eh bien, Madame Lavanchy nous a fait part dernièrement de son énorme satisfaction à pouvoir à nouveau se baigner dans sa baignoire adaptée. On peut même dire ce soir particulièrement qu'elle nage en plein bonheur. On reste dans le bien-être, mais alimentaire cette fois-ci. On sait que les menus des fast-foods ne sont généralement pas des modèles de diététique. D'ailleurs, des professionnels de la santé en Suisse font un important travail de prévention sur les conséquences d'une nourriture trop grasse ou trop sucrée. Alors, quand une grande chaîne de restauration rapide offre des rabais à l'appel, ça a l'art d'agacer certains spécialistes. J'ai été chercher mon courrier, j'ai ouvert le journal, ce que je ne fais pas d'habitude, et je suis tombée sur cette publicité qui était très voyante, très attirante, comme ça, avec plein de couleurs, plein de pastilles, et qui promet 100 francs de réduction sur des achats. Donc par curiosité, j'ai regardé, et c'est vrai que certaines offres m'ont un petit peu choquée.
Certaines sont tout à fait correctes dans le sens où on offre une réduction sur un menu ou sur un aliment, ça me semble assez... c'est du marketing, pourquoi pas. Ce qui me choque un peu plus, c'est quand à l'achat d'un menu complet, qui est déjà bien riche, bien gras, bien sucré, on propose en plus un aliment qui est forcément aussi riche et sucré, alors qu'on pourrait proposer un aliment sain, comme une bouteille d'eau, un fruit ou une salade ou quelque chose comme ça. McDo n'est pas la seule chaîne de fast-food en cause. Chez d'autres, la recette commerciale est la même. Des offres alléchantes, ce qui pousse à la consommation et à la fidélisation. Une fois on va aller à l'un, une fois on va aller à l'autre. Les personnes vont probablement vouloir bénéficier d'un maximum de ces offres, somme toute dans un temps limité, ce qui va les pousser à aller très régulièrement dans ce type de restauration et créer une habitude chez eux qu'ils n'auraient pas eu forcément. Et quand ce type de nourriture, consommée en quantité excessive, devient effectivement une habitude, ce n'est pas sans conséquences. Et du coup, tout l'équilibre alimentaire peut être affecté. Et chez des enfants ou des adolescents en pleine croissance, où c'est là qu'ils apprennent leurs habitudes alimentaires, ça peut être un problème de surpoids. On sait bien que plus on mange en quantité, mais aussi la qualité alimentaire a une influence. Donc on peut prendre du poids. On sait que même si on n'a pas de problème de poids, la qualité alimentaire de tous ces fast-foods est médiocre, avec beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Et on sait très bien que ça a une influence sur la santé, que ce soit au niveau du cholestérol, de la tension artérielle, du diabète, tout ce qui fait en fait le lit des maladies cardiovasculaires. Ces hamburgers maxi à 1 ou 3 étages que la publicité arrive à sublimer, dégoulinant de ketchup, fourrés de viande ou de poisson, ces poulets frits. Pas question pourtant de les bannir complètement. Il faut surtout garder ça pour des moments exceptionnels et peut-être quand on va là-bas, d'essayer d'améliorer un peu le menu, c'est-à-dire de ne pas forcément prendre tout ce qu'il y a de plus grand, mais de prendre les petites portions pour que ça reste quelque chose qui fait peut-être plaisir, mais dont les nombres de calories restent raisonnables. Nous avons contacté plusieurs chaînes de restauration rapide. McDonald's nous a écrit que ces rabais ne ciblaient pas les enfants de moins de 12 ans. La publicité pour cette tranche d'âge présente, selon l'entreprise, des menus particulièrement équilibrés. KFC nous dit dans un courrier qu'elle considère ses spécialités de poulet comme faisant partie d'une alimentation équilibrée. Burger King n'a pour sa part pas pris la peine de répondre à nos questions. Voilà qui est dit. Notre rubrique de ce soir nous emmène de l'autre côté de la Sarine, en Suisse allemande. C'est là que se trouve une grosse partie de la production de lait en Suisse. Mais l'image d'Épinal de la vache qui allaite son veau et donne son lait aux paysans n'est pas seulement surfaite, elle est fausse. En réalité, les veaux sont généralement séparés de leur mère quelques heures ou quelques semaines après la naissance. Reportage de nos collègues de Kassensturz, adapté par François Janet. Plus de 130 vaches laitières vivent dans cette ferme près de Frauenfeld. Elles appartiennent à la race Holstein et sont élevées pour leur haute capacité laitière. 2 fois par jour, Fritz Stettler s'occupe de la traite. Chacune de ces vaches lui donne environ 9000 litres de lait par année. Cette vache-là attend un petit. Elle va bientôt véler, comme elle le fait chaque année. Pour produire du lait, une vache doit véler. Elle donnera du lait un certain temps, mais sans nouveaux petits, sa production va diminuer et pour nous, ce n'est plus économique. Ce veau est né il y a 2 jours. Il a reçu le colostrum, le premier lait de sa mère, mais il n'a jamais tété ses mamelles. Après 1 heure, quand la vache a léché son petit, on l'enlève à sa mère. Nous pensons que la séparation est moins pénible s'il n'y a pas encore de lien entre la vache et son veau. En tout cas, pas si fort. Pourquoi vous ne les laissez pas téter ? Nous ne les laissons pas téter leur mère parce que sinon, ils ne téteront plus les tétines en caoutchouc que nous utilisons. Et nous aurons beaucoup de mal à les nourrir. La plupart des producteurs de lait séparent les veaux de leur mère peu après la naissance. Cela fait des veaux une sorte de sous-produit de la production laitière. Près de 600 000 veaux naissent chaque année en Suisse. Il ne reste que quelques semaines là où ils sont nés. Ensuite, ils sont sélectionnés.
Un tiers restera sur place pour devenir des vaches laitières. Une petite partie sera engraissée pour la viande de veau. Et plus de la moitié, les jeunes taureaux principalement, quitteront la ferme. Ce sont les bêtes les plus charnues qui seront engraissées pour la production de viande de bœuf. Ceux qui restent, près de 100 000, seront vendus aux producteurs de viande de veau et abattus à l'âge de 4 mois environ. Ces veaux-là sont de santé fragile. 4% des veaux d'engraissement environ meurent prématurément, souvent de pneumonie. Une ferme laitière conventionnelle à Noflund, dans le canton de Berne. Alfred Holzer, marchand de bétail, vient y acheter 2 veaux pour les engraisser. Il emmènera les veaux s'ils ont au moins 3 semaines, comme le recommande l'industrie de la viande. Ce sont de belles bêtes, Thomas. On fait comme d'habitude. Je t'en donne 2 francs au-dessus du prix. Oh, prix maximum, ça me va, merci beaucoup. Pour le premier veau, le prix est intéressant, 1000 francs. Ce taurillon-là est d'une race différente. Il a moins de valeur. Vous avez vu si le veau est en bonne santé? Oui, il est en bonne santé. Il a eu des poux, mais il a été traité. Le nombril est propre. On ne mesure pas la fièvre ici, mais tout a l'air bien. Ces 2 veaux font partie des 10% de bovins juvéniles que le paysan a élevés selon un programme volontaire intitulé « Des veaux qui respirent la santé ». On s'assure que ces veaux reçoivent, entre autres choses, du colostrum, du fer et des sels minéraux. Ces veaux sont spéciaux. On leur attribue une sorte de certificat de vaccination, comme le vaccin contre la grippe chez l'homme, pour être plus résistant et avoir moins besoin d'antibiotiques. Après 1 heure de route, le marchand de bétail amène les animaux à Kirchberg, près de Berne. Là, ils seront engraissés dans un centre labellisé. C'est un moment délicat. Les veaux ici vont entrer en contact avec des germes issus d'autres fermes. Par conséquent, tous les nouveaux veaux sont examinés par un vétérinaire et traités à titre préventif. Grâce à ces mesures volontaires, la consommation d'antibiotiques est réduite de moitié dans les 4 mois qui précèdent l'abattage, mais des antibiotiques prophylactiques restent parfois nécessaires. Autre méthode dans cette ferme Déméter de la région de Thun. Ici, les veaux restent avec leur mère au moins 6 mois. Ici, les veaux ne boivent pas dans un seau ou à une tétine en caoutchouc. 2 fois par jour, ils têtent une vache nourrice qui allaite plusieurs veaux à la fois. Cette pratique présente plusieurs avantages. Les veaux sont en meilleure santé. Ici, on ne recourt aux antibiotiques que tous les 2 ans. Le problème avec ces vaches nourrices, c'est que ce système contredit un article de l'ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale. Le texte indique que pour garantir l'hygiène et la qualité des nutriments, c'est la totalité du lait d'une vache qui doit être mis sur le marché. Elle ne peut pas en parallèle allaiter aussi un veau. En fait, la commercialisation d'une partie de son lait n'est pas explicitement interdite, mais elle n'est pas autorisée. Il n'empêche que le lait partagé avec des veaux peut être de meilleure qualité. La famille Knöpfler, au Bruderhof, un domaine bio dans le canton de Zurich, en a fait l'expérience. Un veau boit environ 5 litres de lait par jour. Les vaches allaitantes peuvent être traites à la machine pour autant qu'elles aient été habituées à cette pratique dès le début. Mais le Bruderhof a été mis à l'amende pour avoir pratiqué de la sorte. Leur lait bio a pourtant toujours été impeccable et a même été primé pour sa qualité. Nous n'avons jamais eu de perte de qualité. Notre lait a toujours affiché une qualité avec un bon taux cellulaire et un bon taux de germes.